Je vais maintenant proposer à Odile Marcel, qui est philosophe, écrivaine, et par ailleurs vice-présidente du collectif... Présidente ? Bah dis donc. Y a tellement de vice-présidents qui ont été promus présidents cet après-midi que je m'excuse, j'ai fait le chemin inverse. Donc vous allez nous parler de la question des paysages, au sens large, mais alors peut-être par rapport à ce que certains d'entre vous peuvent se dire, pas les paysages comme un frein à la transition écologique, mais les paysages comme un moyen, une méthode, une approche en faveur de la transition écologique. Je me trompe ? Oui. En fait, vous m'avez demandé plus précisément d'élargir le sujet. Oui. Donc, je me propose d'élargir le sujet. Vous avez sous les yeux une représentation de ce que ceux qui nous ont précédés ambitionnaient au moment de la Renaissance, qui était d'établir sur la Terre quelque chose qui serait comme un jardin des délices. À la Renaissance, on a imaginé qu'on pourrait trouver les moyens pour aménager la Terre et faire de celle-ci donc un lieu de délectation et un lieu d'harmonie évidemment et d'accomplissement pour nous tous. Nous voyons ici une planète bleue dont nous ne sommes pas parfaitement persuadés qu'elle soit dans un état optimal, même s'il vient d'être dit toutes sortes de choses extrêmement rassurantes. Je ne voudrais pas insister lourdement sur les aspects caustiques de la situation, mais enfin, malgré tout, nous sommes dans un état globalement qui reste celle de l'inquiétude et de l'incertitude. Quand on regarde le scénario Négawatt ou quand on regarde le scénario After 2050, on a l'impression qu'il faudrait s'y mettre. Et on ne peut pas dire que la société dans son ensemble s'y soit mise, même si vous, les premiers de classe, vous savez faire des choses et que vous avez un certain nombre de bons outils. J'ai enseigné longtemps et on me disait toujours que la question, enfin, l'État nous disait toujours que la question, ce n'est pas les premiers de classe, c'est la classe. Il faut que tout le monde y aille. Bon, est-ce qu'on est dans une société où tout ça est partagé, tout ça est évident, tout ça est consenti? Ce n'est pas tout à fait sûr. Nous avons énuméré un certain nombre d'outils qui existent et qui sont performants. Nous continuons à travailler en ce sens et il y a sans doute beaucoup à continuer à élaborer pour travailler mieux, être mieux compris, aller plus loin. Parce qu'encore une fois, l'entrée énergétique, c'est une chose considérable, claire, on voit de quoi il s'agit. Mais après ça, il y a le reste pour aller dans le développement durable, pour que cette question énergétique soit comprise, soit assumée, soit partagée. Ce n'est pas juste un calcul d'ingénieur, c'est quand même la question de savoir qu'est-ce qu'on fait chaque fois, dans chaque situation, avec cette déclinaison locale dont il a été parlé tout à l'heure. Dès qu'on est dans la déclinaison locale, on est avec les gens. Et que font les gens? Et est-ce qu'on arrive bien à les associer, etc. Donc il me semble que la question de continuer à élaborer des bons outils est vraiment une question qui reste importante et dans laquelle on a des marges de progression certainement conséquentes. Alors je vous parle aujourd'hui au nom du collectif Paysages de l'après-pétrole, qui réunit donc une cinquantaine de professionnels, plus spécifiquement professionnels de l'aménagement, donc des architectes, des paysagistes, des urbanistes, mais aussi des ingénieurs, des environnementalistes, des chercheurs et également des responsables d'institutions, CAUE, écoles de paysage, etc. On pense que cette entrée paysage est susceptible précisément de nous faire gagner des positions et de nous permettre d'avancer plus et mieux ensemble, et surtout plus vite. Et donc notre travail consiste essentiellement à... ça paraît un peu idiot ici, mais à collationner les bonnes expériences et essayer d'essayer de comprendre ce qui se passe. Donc les endroits où ça marche, donc où ça fonctionne, où ça avance, en fait comment ils s'y sont pris. Alors évidemment là on n'a que des exemples de gens, vous pourriez tous raconter comment vous y êtes pris. Il fallait des leaders, il fallait une culture, il fallait partager l'effort, il fallait trouver les bonnes stratégies, il fallait trouver les bons outils, les bonnes accroches par rapport aux politiques. Donc vous connaissez un peu la question, mais il semble que ce soit une question quand même complexe quand on cherche à la comprendre. Tout à l'heure, le monsieur de Ladréal disait que c'était une question de société, une question de faire ensemble. Et en France, comme on est quand même administré d'une façon un peu descendante, si on veut faire ensemble et que tout le monde se saisisse de ces choses-là et ait l'impression qu'on va vers une société
équitable, parce que malgré tout, durable, c'est équitable aussi. Excusez-moi, mais je pense qu'il y a un petit peu de chemin à faire. Alors, nous avons travaillé plus spécifiquement sur ces différents territoires-là dans une étude européenne. On a essayé de voir comment fonctionnait, d'un point de vue sociétal, donc différents territoires, souvent assez petits, dans lesquels visiblement beaucoup de choses sont partagées et du coup beaucoup de choses sont efficaces. On a aussi, alors donc on a un colloque en décembre, vous verrez des dépliants à l'entrée, qui se passe à Los Angeles, enfin plutôt dans le bassin minier, qui est le cas français qui nous semble particulièrement exemplaire, et c'est à ce titre donc que ce colloque a lieu à Lens, les autres cas étant des cas européens que vous voyez sur ce schéma. On a aussi fait une exposition qu'on a présentée l'année dernière à Figeac sur 15 territoires en France où on peut observer ce paysage de l'après-pétrole et se demander ce que ça veut dire en fait et comment ça marche. Profitez-en, vraiment, c'est les 5 et 6 décembre, hein, si je ne me trompe pas, l'événement. Oui, au Louvre, Lens. Voilà, donc, les inscriptions sont ouvertes depuis récemment. Depuis le 17 septembre. Je pense qu'il y a un paquet de dépliants que vous allez trouver à l'entrée avec comment vous inscrire. Et Yannick sera présent avec Paul No de Negawatt qui animeront la table ronde d'énergie. C'est donc une façon d'essayer de comprendre encore une fois comment ça marche dans des territoires où l'entrée énergétique ou l'entrée agriculture ou l'entrée urbanisme a réussi à fédérer les énergies et du coup à faire avancer les performances, mais aussi le climat. Enfin, encore une fois, la qualité. Le Jardin des délices, c'est pas seulement juste des chiffres. Hein. Bon. Je voudrais parler plus particulièrement d'un outil que nous allons présenter vendredi matin lors de ces ateliers. Comment vous appelez ça Foire aux solutions. Il existe un jeu tout à fait impressionnant qui s'appelle le jeu Destination TEPOS. Vous l'avez peut-être déjà fait. Il y a un plateau de jeu dans lequel on se met avec des petites fiches et on réfléchit à savoir si on essaye d'économiser l'énergie par l'isolation des maisons, ou si on essaye d'équiper en photovoltaïque, ou si on met des méthaniseurs. Donc on est en train de réfléchir au mix énergétique, et il y a une sorte de logiciel complètement extraordinaire dans lequel on fait entrer toutes les données du territoire, donc la population, la surface, le taux d'agriculture et tout ça, et on peut donc calculer après ça qu'est-ce qu'il faudrait faire donc en termes d'économie, en termes de renouvelables et à quelle échéance de temps. Donc c'est un jeu vraiment remarquable, je ne sais pas si vous l'avez fait, où on voit tout à coup l'état du problème en termes de décision à prendre. Et donc on se prend au jeu, puisque en fait les gens qui sont là, qui ne sont pas toujours complètement convaincus, mais ils se disent ben, finalement on a le choix. Si c'est 400 maisons à rénover, ça sera peut-être moins d'éoliennes, ou à l'inverse, si on considère que les éoliennes c'est super, on va peut-être mettre moins de méthaniseurs parce qu'on n'a pas trop de bouse de vache. Enfin. Et du coup, on s'associe à la décision et c'est extrêmement dynamique comme scénario, et en même temps c'est très rigoureux, donc c'est vraiment une chose étonnante. Et alors, il se trouve que, comme c'est dit dans le manifeste Negawatt, toutes les questions énergétiques croisent l'habitat, les déplacements, l'agriculture. Et donc, elles ont évidemment une dimension territoriale. Et donc, il faut que ce soit spécifié sur chaque territoire. Et alors, nous sommes en train de préparer, ça sera présenté donc, vendredi matin, un module complémentaire visant à territorialiser, plus spécifiquement à spatialiser les options du mix énergétique, en se demandant, à partir du plateau de jeu qui sera donc une carte, donc ça devient vraiment quelque chose de plus incarné, plus réel. À partir de cette carte, donc, où on va mettre ces équipements, et de ce fait, de quelle façon est-ce que notre territoire va assumer d'une façon visible ce choix de transition énergétique, et de ce fait de devenir un territoire qui affiche cette ambition, et qui l'affiche dans l'idéal en améliorant donc sa configuration, sachant que les territoires de gaspillage énergétique du pétrole que nous connaissons ont quand même un certain nombre de défauts complètement patents, dont je parlais tout à l'heure, et auxquels il faut remédier. Donc le module complémentaire permet de se dire, finalement, en termes d'aménagement, la transition énergétique, ça va permettre peut-être d'améliorer telle ou telle chose. Et du coup, de donner à notre territoire une figure qui correspondent aux attentes des gens et qui leur donnent peut-être une vie plus facile et plus souhaitable. Donc évidemment, c'est un outil, encore une fois, de concrétisation du projet de transition.
et qui peut être extrêmement convaincant et de ce fait un outil politique non négligeable. Parce qu'encore une fois, pour que ça marche, il faut que tout le monde y croie et comprenne. Et à l'arrivée, c'est en gros qu'est-ce qu'on fait ensemble et dans quoi on va vivre. Donc ce jeu est une chose qui a de l'importance. Alors, je vais maintenant élargir le cercle en faisant une petite leçon de philo, puisque je suis prof de philo. Quand on dit paysage de l'après-pétrole, c'est pas toujours très compris actuellement, en tout cas en France, parce que le mot paysage est quelque chose qui est un mot très couramment utilisé, par exemple par les historiens de la peinture ou par les esthètes ou les gens cultivés, comme on dit. Paysage, ça veut dire souvent beau paysage, donc ça peut être un dépliant du Club Méditerranée, ça peut être une carte postale. Un paysage, c'est la nature, c'est quelque chose de beau. Donc, en fait, de quoi on parle quand on parle de paysage de l'après-pétrole? Et en quel sens est-ce que nous utilisons ce mot paysage d'une façon qui n'est pas donc réservée à certains ou un peu partielle, cette histoire d'esthétisation? Et est-ce que le paysage, c'est ça ou est-ce que c'est pas quelque chose de plus général? Alors, il faut se rappeler que cette peinture de paysage donc, a été inventée à la Renaissance pour essayer de figurer le monde, pour essayer de mettre sur une toile, sur un tableau, ce qu'on voyait, ce qu'on avait sous les yeux. Et à l'époque, ce n'était pas une chose si facile que ça, puisque les peintres, précédemment, ils faisaient des peintures où il y avait l'Annonciation, où il y avait les saints, où il y avait des représentations plutôt de la béatitude éternelle, de l'invisible. Et donc, représenter un paysage, c'était une espèce de conquête picturale qui demandait de la technique. Et l'enjeu était certainement d'apprendre à décrire le monde dans un projet, comme j'ai dit tout au commencement, qui était de faire de ce monde quelque chose qui soit satisfaisant, qui soit quelque chose qui fonctionne. Et alors, c'est intéressant à cet égard de voir que cette moisson-là, pour nous, ça représente une moisson, mais en fait, ça représente l'âge d'or, parce que quand vous voyez la densité du blé, une récolte comme ça, à l'époque, on ne la faisait jamais. Il y avait une récolte beaucoup plus faible. Et donc, quand il représentait la moisson, il représentait en fait, encore une fois, cet idéal d'accomplissement dans lequel les hommes pourraient trouver un plaisir de vivre. Donc, et puis un équilibre de vie, puisqu'à l'époque, il y avait encore des disettes. Et donc, la notion de paysage est donc descriptive. Il s'agit de travailler sur les données du socle géographique, enfin les données morphologiques, est-ce qu'il y a du relief, quel est le sol, quelle est la géologie, tout ça. Et après ça, d'appréhender de quelle façon l'homme a mis sa marque, puisque les paysages, la plupart des paysages sont marqués par l'homme. Donc de quelle façon est-ce que les hommes, au cours du temps, ont installé leur séjour, puisque nous ne sommes pas des chasseurs-cueilleurs. Nous avons installé des choses depuis le néolithique. Donc il y a des établissements humains, sédentarisation des villages. Il y a des lieux de parcours, des infrastructures, enfin des chemins, puis après ça des routes et des autoroutes, et des villes. Et donc, ce paysage, c'est une façon de dire qu'on va décrire, encore une fois, comment s'organise l'installation de la société humaine et de quelle façon elle l'a fait pour le connaître et aussi de quelle façon elle pourrait le faire pour que ça soit, si possible, de mieux en mieux. Donc la notion de paysage a une valeur en fait descriptive et extrêmement opératoire. On décrit pour se dire qu'est-ce qu'on va faire. Donc encore une fois, cette idée que paysage c'est de l'esthétique et puis c'est pour les gens qui sont cultivés, non, là on se trompe. Paysage c'est dans quel monde on vit et qu'est-ce qu'on fait pour que ce monde soit le meilleur possible. Un grand thème de notre collectif, c'est le fait de prendre conscience que cet établissement humain, l'état de nos territoires, est fortement impacté par la question de l'énergie et que donc, avant le pétrole, avec le pétrole et après le pétrole, il y aura des mutations très importantes. Donc, avant le pétrole, là je prends l'exemple à gauche, c'est le Légué. Le Légué, c'est près de Saint-Brieuc. Donc, on avait des petites parcelles, on avait des haies. Avec le pétrole, évidemment, on a un peu balancé tout ça et on a cultivé avec des machines. Et donc, on est arrivé aux problèmes environnementaux que vous connaissez. Et après le pétrole, on réfléchit à cette question de l'interface entre agriculture, environnement et aménagement. Et on fait un modèle agricole différent. Et donc, le paysage de l'après-pétrole montre de quelle façon les choix de société cherchent à rendre compatibles les intérêts humains, la structure de la nature
et la question de l'équilibre économique, évidemment. Donc nous travaillons sur ces questions pour rendre visibles ces choses et encore une fois permettre d'anticiper sur ce qui se passera après. Alors de fait, les paysages du pétrole étaient, donc c'est sur la gauche, bien souvent des paysages très marqués par donc la voiture. Là, on a les parkings à gauche, c'est à Bordeaux. Et le fait que la ville a engagé depuis assez longtemps des travaux pour rendre ces rives beaucoup plus amènes. Et maintenant, c'est devenu un boulevard urbain qui a une valeur environnementale, parce que c'est très vert. Et on peut se promener et on peut jouir de la beauté du site et également de la ville. Donc c'est un des lieux de contemplation puisqu'on voit, encore une fois, la grande échelle de la nature, l'implantation humaine et le fait qu'on peut y développer des usages plutôt agréables. Et donc cette notion de paysage, c'est ce qui nous réconcilie avec nous-mêmes et avec, encore une fois, la question des enjeux planétaires. Alors nous avons fait un travail sur toutes sortes de territoires pour essayer de voir comment ça fonctionne, en fait, les endroits où on a mis en place un paysage de l'après-pétrole. Et enfin, vous verrez ça dans nos documents si ça vous intéresse, mais donc c'est quelque chose d'assez articulé entre la prise en compte des ressources locales, donc l'histoire et la géographie, le fait de mettre en place des projets qui soient multifonctionnels, donc ce n'est pas seulement énergétique, il faut aussi que ça soit quelque chose qui convienne au point de vue urbanistique, au point de vue architectural. Ça suppose l'interdisciplinarité, c'est-à-dire le fait de voir les choses avec plusieurs grilles de niveau d'analyse. Ça suppose l'implication citoyenne, parce que c'est les gens qui savent un peu comment ils vivent et quelles sont là aussi leurs traditions, leurs usages, leurs attentes. Et donc un aménagement, c'est quand même quelque chose qu'on ne décide pas seulement entre décideurs et experts. C'est quelque chose qui doit convier les gens et être à leur écoute. Et le dernier truc, c'est un paysage d'après-pétrole, c'est quelque chose dans lequel l'homme se sent bien parce qu'en fait, il y a de la beauté, il y a de la qualité. Donc on jouit de quelque chose qui est le soin avec lequel on a fait les choses. Et ce n'est pas uniquement de la performance, c'est aussi de la civilisation. Une société qui réalise ses buts d'une façon ambitieuse d'un point de vue culturel. Tout ceci avait aussi été esquissé donc, encore un petit peu avant la Renaissance par une fresque qui se trouve dans le Palazzo Ducale civil de Sienne, en Italie, où on voit une société, donc il y a la fresque du bon gouvernement, dans laquelle on voit aussi le mauvais gouvernement. Donc quand il y a le bon gouvernement, toutes les fonctions sociales existent, donc il y a de la place pour la gouvernance, la sécurité, le commerce, la collaboration, l'éducation, tout ça. Dans cette fresque, il décrit tout ça. Et évidemment, cette société fonctionne bien parce qu'elle a aussi une assise territoriale clairement identifiée, avec les flux de circulation entre ce qu'on produit à la terre et ce qui peut entrer dans la ville et tout ça. Alors c'est intéressant de voir que dès 1338, ils avaient en tête, donc c'était une commune qui visait à un peu couper l'herbe sous le pied aux féodaux et de mettre en place un gouvernement républicain. Le mauvais gouvernement, c'est des guerres, c'est des séditions, c'est des révoltes. Et donc la partie de la fresque du bon gouvernement portant sur le mauvais gouvernement, c'est des choses qu'ont connues les Italiens de cette époque-là, c'est-à-dire un monde qui ne fonctionne pas, quoi, un monde dans lequel il y a beaucoup de désastres. Et l'idée, c'était que quand la société fonctionne bien, c'est qu'elle a quand même un bon gouvernement, c'est-à-dire, encore une fois, des responsables à tous les niveaux qui connaissent et qui prennent en compte les différentes dimensions. Et donc, ça, c'est un des outils aussi que développe un des membres de notre collectif, donc Julien Dossier, qui va publier bientôt un bouquin chez Actes Sud. Et ce bouquin s'appelle Chiche. Et il parle de ça, du fait que pour aller vers le monde que nous ambitionnons, il faut prendre en compte toutes ces complexités et le faire prendre en compte par tout le monde, tout ça pour aller ensemble vers quelque chose. Alors, ma conclusion, c'est, par rapport au Jardin des Délices, continuons le combat. Merci pour cette conclusion. Claire. Restez à l'écoute, restez en éveil. On vous invitera peut-être à réagir à l'issue de la table ronde avec les élus sur ce que les propos que les élus tiendront peuvent vous inspirer avec votre justement profil de philosophe, écrivaine, adepte des questions de beaux paysages. Merci. J'en profite effectivement, il y a eu quelques commentaires qui ont été postés, ça marche, c'est une bonne nouvelle.
notamment pour relayer le commentaire de Michel Maillat, sur le fait qu'avec le changement climatique et la rapidité de ces changements climatiques par rapport à ceux qui ont pu advenir, peut-être que pour une fois, les paysages vont évoluer non plus seulement du fait de l'homme, ce qui est une évidence depuis toujours, mais aussi peut-être de manière accélérée du fait de la nature. Voilà. C'est un appel à vous inviter à publier des commentaires et des questions dans le cadre de la table ronde qu'on va mener maintenant. Donc Béatrice Santet, toujours maire de Montmélian et toujours présidente de Cœur de Savoie, je vous invite à me rejoindre. Jérôme Fauconnier, qui est président de la communauté de communes du Trièves, pas très loin d'ici. De même, installez-vous. Et puis Guillaume Coutet, maire de la commune de Malonnet, dans la métropole de Rouen. Bienvenue. Et on va donc... Alors attendez, je vais récupérer la zapette avant de démarrer. Bien. Alors comme je l'évoquais effectivement, Béatrice Santet, tout à l'heure... en préparation de cette table ronde, vous m'avez dit beaucoup de choses, mais en fait, vous les avez déjà dites. Donc, on va passer en partie sur d'autres aspects. Oui, je suis d'accord. Non, le premier aspect, la première question que je voulais vous poser, mais formulez-la peut-être de manière un petit peu différente de tout à l'heure ou avec d'autres arguments, c'est la question de l'engagement initial. Qu'est-ce qui, en particulier historiquement sur la commune de Montmélian, d'où est venue cette fièvre un peu folle en faveur du solaire, historiquement, sur la commune ? Alors, vous n'étiez pas maire à l'époque, mais... Non. La fièvre un peu folle, du coup, elle appartient à un monsieur qui n'est pas très loin d'ici, qui est notre maire honoraire, que je salue. C'est lui qui a eu cette fièvre un peu folle. Je crois que... Mais il aura le droit de corriger après il n'était pas d'accord avec ce que je vais dire. C'est la conjonction de deux moments dans sa vie de parlementaire, à la fois le Congrès mondial de l'énergie en 1980, donc c'est, pour certains d'entre vous, c'est peut-être de la préhistoire, à New Delhi, alors qu'il était sénateur et membre de la Commission des affaires économiques. Et puis, dans un temps très court après, un voyage en Israël avec... une espèce de vision de ces bidons d'eau qui chauffent toute la journée sur les toits des maisons là-bas. Et c'est un peu la conjonction de ces deux choses. Le Congrès mondial de l'énergie où on commence à dire au tout début des années 80 les limites des énergies fossiles et surtout la pollution qu'elle crée et les risques pour la planète. Mais en 1980, c'est pas un discours aussi courant. Hein. Aujourd'hui, ça paraît tellement évident pour beaucoup d'entre nous, mais ça n'était pas autant à ce moment-là. Voilà. Et puis cette vision en Israël, en se disant finalement quoi de mieux que le soleil pour faire de la chaleur et pour chauffer l'eau. Et c'est la conjonction de ces deux choses, l'envie d'avancer avec déjà des gens qui y travaillent. Je pense à une entreprise comme Clipsol qui émergeait à ce moment-là sur les panneaux solaires thermiques. Et puis l'ASDER, l'association savoyarde qui est là pour le développement des énergies renouvelables, qui existe toujours, que je salue, et qui, voilà, tous ces gens qui avaient sûrement, qui étaient un peu des fous du moment quand même, hein, de ce moment-là. Aujourd'hui, on est peut-être tous fous, mais à l'époque, ils étaient peu nombreux. Et l'envie, avec un conseil municipal toujours partant pour tout, parce que dans la confiance, peut-être quelques financements aussi de l'État, de l'Europe, déjà à l'époque, qui permettent d'avoir des temps de retour très courts et puis de faire prendre peu de risques au départ à la collectivité. Mais surtout des résultats qui vont très vite, c'est-à-dire que la première année où on installe des panneaux solaires sur le toit de la piscine, c'est 75% d'économie de la première année. Et ça, si par hasard certains ne sont pas convaincus au départ par le sujet environnemental, ils le sont plus vite peut-être par le sujet financier. Et c'est en cheminant comme ça, et puis en se disant, quand on a expérimenté une première fois qu'on va pouvoir aller sur autre chose, c'est comme ça que les choses naissent. Moi, j'ai envie de dire qu'elles naissent d'autant plus facilement dans les petites collectivités que les choses sont simples dans les petites collectivités.
le processus de décision est rapide, et il n'est pas compliqué, et ça aide beaucoup aussi à avancer. Il suffit qu'un maire soit convaincant, qu'un conseil soit partant, qu'on trouve des financements assez facilement, et puis qu'on ait envie de se battre. Hein. C'est évident qu'il y a une vraie volonté politique, bien sûr, mais disons qu'à partir du moment où il y a une vraie volonté politique, il n'y a pas de complexité, surtout il y a 40 ans, à ce que les choses démarrent bien et vite. Et puis comme les résultats sont là, mais ça a été bien dit tout à l'heure, à Montmélian on a beaucoup expérimenté, on s'est trompé parfois, pas si souvent au bout du compte. Et ben voilà, quand on s'est trompé, on s'est dit qu'on n'allait pas recommencer. Mais à chaque fois, en tout cas, je crois qu'on a fait progresser le sujet, et c'est ce qui compte. En complément et en quelques mots, éventuellement, il y a quelques images, là on parlait de paysages, de cœur de Savoie. Alors, je les ai choisis arbitrairement, je dois le dire. Hein. Vous me direz, Béatrice, s'il y en a qui ne représentent pas tout à fait la démarche de transition énergétique et écologique que vous menez. C'est pas mal. Hein. Je crois que ça synthétise bien toutes les questions, aussi bien sur la rénovation de l'habitat pour un habitat plus économe en énergie. Sur l'habitat, justement, je voulais vous poser une question à ce sujet-là. Oui. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que 50% des bâtiments sont des logements sociaux. Oui. À quoi c'est dû, encore une fois? Enfin, d'où vient ce chiffre-là de l'intention initiale? Alors, le développement de Montmélian, c'est un développement industriel dans les années 60. Quand on veut accompagner un développement industriel, il faut faire du logement. Il faut faire du logement social en particulier, parce qu'il faut que les gens qui ont parfois des revenus pas très élevés puissent se loger décemment. Mais ça se passe bien, le logement social. Et 50%, ça se gère parfaitement bien si on sait justement accompagner les populations, parfois un peu plus fragiles, que l'on accueille, qu'on puisse les accompagner aussi bien d'un point de vue éducatif que culturel, sportif, et puis finalement dans ce que l'on peut mettre en place autour de l'environnement. Moi je disais tout à l'heure, quand on travaille avec l'OPAC maintenant sur la réhabilitation des immeubles les plus anciens, mais hier sur l'installation de panneaux solaires, on a vraiment travaillé très tôt sur les questions de précarité énergétique. Peut-être qu'il y a 20 ou 30 ans, elles ne se posaient pas de la même façon, ces questions-là. Mais tout de même, le loyer est au niveau qu'on sait et qui est réglementé dans ce pays. Si les charges sont très peu élevées, alors les gens vivent d'autant mieux. Et puis dans tous les travaux qui sont faits aujourd'hui par l'OPAC sur les bâtiments, c'est un vrai confort de vie aussi que les gens connaissent au quotidien. Et je crois que tout ce qui a été fait par un OPAC de la Savoie convaincue à nos côtés, ça a vraiment permis aussi d'associer la population à l'intérêt de la politique développement durable que nous mettions en place. Mais évidemment que le choix de faire du logement social, c'est un choix d'un territoire en développement. Il faut faire du logement pour accueillir des salariés. Puis après, il faut prévoir bien sûr des écoles, des salles de spectacle comme celle-ci, des écoles de musique, des gymnases et des terrains de sport en pagaille. Et puis, savoir parler aussi de la protection de l'environnement et d'une autre façon de vivre cette vie-là à nos concitoyens. Enfin, le développement durable, c'est bien tous ces aspects-là qu'il faut prendre en compte. À Malonnet, la dynamique est un petit peu plus récente. Mais du coup, Guillaume Coutet, je vais vous poser un peu la même question. C'est celle de l'engagement et peut-être de ce que vous qualifiez un petit peu en interne la méthode Malonnet. Qu'est-ce que c'est la méthode Malonnet en quelques lignes méthodologiques ? Alors effectivement, donc Malonnet, c'est une des 71 communes de la métropole de Rouen-Normandie, donc un territoire un peu différent par rapport à Montmélian, mais on est avec, on est tous les deux plus petites collectivités de France labellisées Citergy. Et donc Citergy est une des composantes de notre méthode. C'est un peu grâce à Citergy qu'on a commencé, nous, à structurer l'action de la ville. C'est plus récent, effectivement, puisque notre engagement, c'est grosso modo à partir de 2010 que vraiment on a structuré une politique municipale autour de l'énergie qui très vite est devenue, grâce à cette source d'inspiration qui a été le scénario Négawatt, comme on le rappelle ici, une approche vraiment globale du territoire. Et on ne parle plus de transition énergétique sur Malonnet, on parle de transition avec un S au pluriel, entre parenthèses,
pour vraiment marquer qu'on a changé de paire de lunettes, ce que je dis assez régulièrement. L'ensemble de l'action municipale est vraiment orienté autour de cette thématique des transitions, avec cette approche globale qui caractérise le territoire. On ne parle pas que d'énergie, on travaille aussi la question de la qualité de l'air, de la santé, des espaces publics et comment rendre la ville belle et agréable pour justement faire évoluer, c'est pour ça que je m'inscris dans la continuité du propos juste avant, comment faire en sorte qu'avec des espaces publics repensés, réaménagés, les habitants puissent eux aussi participer à l'aventure de la collectivité en changeant leur comportement. Et également au niveau du patrimoine municipal, travailler la question du coût global du bâtiment, sujet qu'on travaille en particulier avec l'ADEME en région. Donc oui, une histoire récente, mais vraiment un projet de territoire qui concentre l'ensemble de l'action municipale, mais l'ensemble des acteurs du territoire surtout. Vous avez dit, d'ailleurs l'un comme l'autre, hein, Béatrice et Guillaume, vous avez parlé de Citergy. Quel rôle ça joue chez vous, Citergy ? Nous, Citergy, ça a été vraiment l'élément, non pas de déclencheur, mais qui nous a vraiment permis de structurer l'ensemble de la politique municipale, qui nous a permis de restructurer aussi l'ensemble de l'administration autour du projet et du plan d'action qu'on porte avec Citergy, qui est vraiment devenu le nouveau prisme à travers lequel l'ensemble de l'action municipale est passé. Et donc ça nous a vraiment permis, là où pour une petite collectivité, l'ingénierie technique n'est pas la ressource première qu'on peut avoir en interne, que les contraintes réglementaires de PCAET ou autres dispositions sont plutôt pour des collectivités de taille un peu plus importante. Là, c'est un outil pour nous qui a été vraiment extrêmement déterminant dans l'effet déclenchant que le territoire a pu prendre sur le nouveau projet qu'on essaye de porter. Et Béatrice Santet, alors effectivement, vous êtes une des toutes premières collectivités labellisées Citergy en France. Par rapport à ça, quel effet aujourd'hui, après quasiment 10 ans de labellisation, même plus, c'est encore un outil qui vous tire vers l'avant, Citergy ? Oui, c'est un outil. Je ne sais pas si notre conseillère est dans la salle. Elle devait venir. Oui, Catherine, elle est là. Catherine, moi aussi, je la salue. Elle vient de loin. Hein. Chaque fois, elle vient nous voir de Toulouse. En fait, le Citergy, c'est un peu un aiguillon pour nous. C'est-à-dire qu'en permanence, on n'a pas l'intention de se reposer sur nos lauriers, mais en permanence, tout de même, ça nous pousse, ça nous pique un peu les fesses et le reste pour avancer. En permanence, on est relancé finalement et on a envie d'améliorer. On a une note au bout des 4 ans, donc... En permanence, on a envie d'améliorer le score. C'est pas que pour la beauté de la note. Il y a de l'émulation compétitive un peu. Non, mais c'est une belle dynamisation. Et nous, ça nous a permis de sûrement d'élargir un peu notre champ de vision. On avait une politique énergétique très claire, mais on avait peut-être besoin d'aller vers d'autres sujets encore, en tout cas de les structurer encore autrement, des ordures ménagères aux déplacements, aux questions d'alimentation, d'urbanisme, bien sûr, enfin, toutes les questions qui font le quotidien de nos concitoyens, l'organisation même des services, la communication, tous ces sujets-là sont des sujets qu'on travaille dans Citergy qui nous ont permis vraiment de mener une politique globale, de tout faire avancer en même temps. Et c'est vrai que cette labellisation, c'est une reconnaissance de tout le travail accompli, c'est surtout des engagements pour les 4 ans qui viennent. Et on a envie d'être performant jusqu'au bout et donc nous on a été labellisé une fois puis relabellisé 2 fois. On passera de nouveau sur le grill dans 1 an, mais je crois qu'on a fait plein de choses depuis 3 ans, donc tout devrait bien se passer. Mais voilà, ça nous pousse en permanence et ça c'est important. C'est pas pour le titre ou pour le label, mais c'est pour vraiment la démarche dans laquelle on entre, qui est une démarche globale et qui nous permet vraiment d'avancer intelligemment. Jérôme Fauconnier, donc dans le Trièves. Alors, situation un peu différente, hein. On est sur un territoire, un groupement de communes, qui d'ailleurs, comme Cœur de Savoie, a évolué assez récemment. Donc, ils sont des territoires qui doivent encore consolider leur projet, le matérialiser. Comment la dynamique est née chez vous ? Je crois que vous avez réellement été embarqué dans la dynamique régionale à un moment donné autour des territoires énergie positive, à partir d'une force certainement intrinsèque à votre territoire. Disons que le Trièves, qui est un petit territoire dans le sud Isère, de moyenne montagne, un plateau au pied du Vercors,
a une histoire sur le plan de tout ce qui est environnemental assez ancienne, puisqu'il y a eu un centre dans les années 50 de formation agricole pour une agriculture alternative, hein, déjà dans les années 50, pour aller un peu à l'encontre de la tendance massive de l'agriculture intensive qu'il y avait. C'est installé dans les années 80 un centre aussi de formation écologique qui s'appelle Terre Vivante, qui édite une revue que vous connaissez peut-être, hein, qui s'appelle Les 4 saisons, donc, et qui marche depuis 20-25 ans, donc sans problème. Et donc on s'est appuyé sur ce substrat associatif, ce substrat local qui est à tendance environnementale assez fort, justement, pour, dans le Trièves, bien qu'il y ait plusieurs collectivités les unes à côté des autres, faire un syndicat d'aménagement qui était commun. Et le syndicat d'aménagement a d'abord fait un schéma de développement, puis ensuite un schéma directeur, puis ensuite un agenda 21, qui a été un des premiers qui a été réalisé dans un territoire rural. Et on s'est appuyé sur ces documents en fait, pour ensuite pouvoir, lors de la fusion de nos communautés de communes en une seule, donc avoir une politique environnementale qui soit cohérente. Alors, on voit souvent les élus hein, à la tribune. Hein. Moi, je voulais donner un coup de chapeau aux techniciens parce que c'est vrai que moi, j'ai bénéficié, je pense que ceux qui étaient là avant moi ont bénéficié de chargés de mission qui étaient extrêmement performants, qui étaient amoureux de leur territoire. Et j'avoue que c'est bien d'avoir des idées, mais c'est plus difficile de les réaliser. Et si on a réussi à réaliser ce qu'on a réalisé aujourd'hui dans le Trièves, c'est grâce à l'engagement important des techniciens qu'on a eu et puis qu'on continue à avoir. Donc pour nous, ça a été quelque chose de fort parce que, comme vous le disiez, les petites collectivités ont l'avantage de travailler de manière très proche entre élus et techniciens. Donc les idées passent bien d'un côté, passent bien de l'autre et les décisions sont rapides à prendre. Donc en fait, on a eu une acculturation politique qui a été assez progressive hein, parce que tout le monde n'était pas convaincu de l'utilité de rentrer déjà dans un projet TEPOS. Hein. On l'a longtemps appelée la danseuse du président parce que ça coûtait de l'argent et les gens ne savaient pas trop à quoi ça servait à part faire plaisir au président. Ça nous a permis, comme on était dans les premiers dans TEPOS, d'avoir un bon diagnostic et donc d'être dans les premiers TEPCV. Et donc, à partir du moment où, grâce à TEPCV, des actions concrètes ont eu lieu à la fois dans les communes et chez les habitants, d'un seul coup, la danseuse s'est révélée très séduisante et tout le monde s'est mis à la courtiser. Justement, alors, il y a une question qui a été posée sur la question de l'exemplarité. Vous en avez témoigné, Guillaume Coutet et Béatrice Santet. Ouais, alors, d'autant que je voulais juste quand même prolonger un petit peu avec vous, Jérôme Fauconnier. Par exemple, à Malonnet, hein, c'est un chiffre qu'on utilise, qu'on a repris, qui vient de vous. Vous avez fait... je vais quand même vous laisser la parole, Jérôme. Il y a eu 200 000 euros d'économie par rapport à un scénario tendanciel chez vous sur le patrimoine public. Sur le solaire, on a évoqué l'intérêt que ça avait sur le patrimoine public ou les bâtiments sociaux. La question derrière qui se pose, c'est celle de l'entraînement, l'effet d'entraînement qu'on peut créer auprès des acteurs. Et typiquement, à l'échelle territoriale, notamment une dynamique TEPOS, c'est clairement un enjeu très très fort. Comment, du coup, chez vous, à partir peut-être d'un tissu un peu d'écologiste, historique, comment vous arrivez plus largement à réunir autour de vous les acteurs du bâtiment, les agriculteurs? Est-ce que ces gens-là sont déjà embarqués? Par quel type de projet vous avez essayé de les faire justement rentrer dans la dynamique? Est-ce que ça marche? En tant que territoire de moyenne montagne, avec voilà, des bâtiments qui étaient assez anciens, on s'est surtout axé sur la rénovation énergétique. Hein. Le diagnostic montrait que c'était 50% de notre consommation d'énergie fossile. Et j'avoue qu'on a été un peu dépassé par le succès parce qu'on pensait faire de la promotion et finalement... on s'est retrouvé au bout des 3 ans avec la totalité de la somme de 400 000 euros de subventions qui avait été allouée, dépensée, avec un logement sur 20 rénové, soit partiellement, soit totalement sur le territoire, et avec un effet levier de 1 à 10, puisque ces 400 000 euros de subventions ont donné lieu à 4 millions d'euros de travaux, donc, dont entre 70 et 80% sur les entreprises locales. Donc en fait, les entreprises ont vite compris l'intérêt. Il y en avait assez peu qui avaient une qualification RGE. Hein. Là maintenant, le nombre a doublé des entreprises qui étaient qualifiées comme ça. Et maintenant, on est obligé de freiner un petit peu les demandes parce que ce sont les entreprises surtout qui font la promotion de la rénovation énergétique. Et c'est vrai que si on fait le bilan, on a calculé, ça nous a coûté en subvention 55 euros par habitant. Si ce qui se passe dans le Trièves, on l'applique à la France entière, il faudra dépenser 3,7 milliards d'euros par an. C'est moins que M. Hulot avait prévu dans le plan de rénovation énergétique. Et avec ça, on arriverait quand même à avoir à peu près entre
on va dire 15 et 20 milliards d'euros de travaux pour les entreprises, entre 150 000 et 200 000 emplois, hein, si je continue à faire cette projection par rapport à ce qu'on a fait. Et on pourrait fermer un réacteur nucléaire en 3 ans si on appliquait donc cette rénovation énergétique. C'est 55 € par habitant. C'est pas ça le problème au niveau national. Non. Je ne vous répondrai pas sur ce point. Mais il y a un vrai enjeu sur la rénovation énergétique. Et ce qui nous a beaucoup servi, c'est la confiance que des politiques au niveau national ont pu faire à un moment vis-à-vis des politiques locaux. On s'est senti avec TEPCV en confiance, c'est-à-dire qu'on nous confiait de l'argent, on nous disait, écoutez, avec ça, faites ce que vous pensez être le mieux. Et c'est vrai que, voilà, il y a des ministres dont on peut dire ce qu'on veut, mais même s'ils sont au pôle Nord, mais c'est vrai qu'à un moment, on s'est senti en confiance. Et on a senti ces derniers mois qu'une fois que ces ministres sont partis, je parle aux représentants de l'État, c'est plus compliqué, c'est-à-dire que les administratifs des ministères commencent à resserrer les boulons et commencent à se dire, mais tout cet argent qu'on confie aux élus locaux, quand même, c'est peut-être pas très sérieux. Et il faudrait commencer à recentraliser tout ça parce que, quand même, on n'a pas beaucoup confiance. Alors je ne doute pas que vos voisins abondent, effectivement. Je retiens quand même un élément important, c'est la dimension de l'effet levier. C'est-à-dire que sur le bâtiment, vous avez évoqué que de l'argent effectivement attribué par l'État aux collectivités locales, à un moment donné, peuvent créer des effets leviers significatifs qui génèrent de l'activité. Il y a quand même quelque chose qui est intéressant derrière ça. Et TEPCV le permettait en étant parfois généreux dans ses modalités d'attribution, mais on peut faire un peu pareil, on peut être plus puissant de par aussi des modalités avec effet levier un peu plus important. Béatrice Santet, question de la structuration de la capacité territoriale. Donc une grosse initiative menée sur Montmélian depuis longtemps. En quoi la communauté de communes aujourd'hui permet de faire des choses nouvelles à l'échelle à laquelle elle est. Et notamment, Jérôme Fauconnier a beaucoup évoqué la question des techniciens, que nous on qualifie des fois d'intelligence territoriale, enfin tous ces gens en capacité de mobiliser les acteurs, de travailler avec eux, de susciter les coopérations. Voilà. Est-ce que c'est pareil chez vous? Sur quel sujet en particulier? Oui, bien sûr, c'est pareil chez nous. Nous, on a vraiment l'impression d'avoir vécu du coup 3 moments. Le moment où on est parti sur le solaire et où on l'a bien développé. Le moment de Citergie où on élargit notre champ d'action. Et puis maintenant, l'évolution territoriale depuis la création de Cœur de Savoie. Et comme je disais tout à l'heure, cette envie du départ d'un développement durable de notre territoire. Aidé, il faut bien le dire, par la démarche TEPOS, mais confortée par le TEPCV et les crédits du TEPCV. Et là, on a la sensation il y avait déjà beaucoup de choses qui se faisaient dans un certain nombre de communes du territoire. Il y a des maires ici qui sont là pour en témoigner, qui faisaient déjà de belles choses dans leur commune. Et là, on a la sensation d'abord que le TEPOS et le TEPCV ont été des sujets fédérateurs entre nous. Ils ne sont pas si fréquents après tout. On a eu quelques discussions plus complexes sur d'autres sujets moins rassembleurs naturellement. Là, vraiment sur la démarche développement durable, la démarche TEPOS, on a senti là qu'on pouvait se rassembler. Et c'est vrai que je disais qu'à certains moments, là, quand on a pu se rencontrer, le fait qu'on puisse aider jusqu'aux plus petites communes qui parfois sont plus dans le doute vis-à-vis de cette démarche, quand à travers des aides financières pour le coup avec TEPCV de l'État, suite à la loi de transition énergétique, c'est vrai qu'on est arrivé à aider des communes, je pense pour tous ceux qui sont de Cœur de Savoie, à Montandry, qu'on a pu aider jusqu'à 80% sur la réhabilitation thermique de la mairie, du bâtiment de la mairie. On a eu la sensation vraiment quand je parle de Montandry, c'est 60 habitants aujourd'hui Montandry, c'est une toute petite commune, mais d'un seul coup, elle s'est sentie, elle qui se sent parfois un peu éloignée de certaines préoccupations communautaires, parce qu'elle n'a par exemple pas de réseau d'assainissement. À Montandry, tout est en assainissement non collectif. C'est compliqué de raccrocher les petites communes sur des compétences qu'elles n'ont pas au quotidien. Il n'y a pas d'école à Montandry, il n'y a pas plein de choses qui font. Il n'y a évidemment pas de crèche, pas de centre de loisirs. Toutes ces choses qu'on gère en communauté de communes, alors dont les habitants peuvent bénéficier par ailleurs. Mais là, enfin, on avait la sensation de vraiment d'associer un peu différemment les plus petites communes. Et puis
on a pu travailler sur des sujets qui sont plus complexes à gérer qu'en commune. Je pense par exemple à la question de la mobilité, qui est un gros sujet sur lequel est allée la communauté de communes. D'autres formes de mobilité, des mobilités douces notamment. Seul dans une commune, c'est plus compliqué d'aborder ces questions-là. À 43, et même si notre territoire est un peu complexe et un peu montagneux, malgré tout, on est arrivé à se retrouver sur un certain nombre de sujets. La plateforme qu'on a pu mettre en place pour la rénovation des habitations est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé et qui permet là aussi d'accompagner tous les citoyens du territoire, tous les foyers, toutes les familles. On a beaucoup travaillé notamment avec les artisans parce qu'il nous suffisait pas tout à fait suffisant, il nous paraissait pas tout à fait suffisant d'être labellisé RGE, mais en plus peut-être de travailler vraiment à de belles pratiques et de bonnes pratiques entre artisans. Et alors j'ose pas parler de formation des artisans parce qu'ils le sont déjà formés, mais peut-être d'une plateforme qui a aidé tout de même les artisans à accompagner eux aussi les particuliers sur ces missions-là. Voilà, il y a eu beaucoup de sujets traités par la communauté. Il y a encore tant à faire. Moi, j'aimerais que la communauté puisse rentrer, elle aussi, dans une labellisation Citergy. Je crois que ce serait une bonne façon qu'on avance encore plus ensemble sur tous ces sujets-là. Guillaume Coutet, peut-être à partir de la visualisation de quelques expériences concrètes menées sur la commune de Malonnet. Alors, une question sur encore une fois, l'échelle territoriale, mais votre posture elle est un petit peu différente, c'est celle d'une commune en périphérie de Rouen Métropole. D'ailleurs, je ne sais même plus si vous êtes élu à la métropole, vous le direz, non. Néanmoins, que peut-on faire quand on est maire d'une commune petite, tout est relatif, hein, parce que ça doit être à peu près aussi grand que le Trièves dans son ensemble, auprès de ses collègues, de ses pairs au sein de l'agglomération? Effectivement, Malonnet, c'est un peu plus de 6000 habitants. Dans une métropole qui en compte 500 000. Ce qu'on peut faire auprès des collègues maires, donc je ne siège pas effectivement au conseil métropolitain, je suis en incompatibilité professionnelle, c'est montrer qu'on peut justement être une petite commune et essayer de se lancer dans plein d'initiatives, de se faire traiter de fou, effectivement encore aujourd'hui un peu parfois, de montrer qu'on peut développer beaucoup de solaire aussi dans le nord de la France, qu'il n'y a pas de raison qu'au sud de la Loire qu'on peut développer du solaire. Donc Malonnet, là, on est à 1600 mètres carrés de toiture photovoltaïque. Et symboliquement, en clin d'œil à Los Angeles, nous aussi, on a commencé par l'église comme premier bâtiment pour aussi marquer un peu les esprits sur le territoire. Et l'idée, c'est, à travers l'exemplarité de l'action qu'on essaye de mener, c'est d'embarquer le reste du territoire avec nous, parce qu'il y a un fort enjeu économique, comme c'était dit sur les autres territoires. Ça peut permettre de structurer et de renforcer des filières économiques sur un territoire comme celui de la métropole de Rouen. On a à quelques kilomètres une entreprise de fabrication de tuiles photovoltaïques. Donc le fait d'embarquer le territoire sur un développement du solaire peut justement permettre de renforcer la filière. De la même manière avec le bois, on a la chance sur la métropole de Rouen d'avoir une grande partie du parc naturel régional des boucles de la Seine qui est sur le territoire, et donc travailler la problématique des haies, du ruissellement. Donc d'essayer d'embarquer avec nous les communes voisines de la plus grande, la ville de Rouen, qui elle aussi est embarquée dans Citergy, aux plus petites. Et donc la métropole a l'obligation réglementaire donc d'acter un plan climat-air-énergie du territoire. Et on a porté une démarche un peu originale sur la métropole de Rouen, puisqu'on a reproduit une COP21 à l'échelle locale. On a gardé le vocable de COP21 qui avait bien marqué les esprits. Et par rapport aux objectifs qu'on vise pour le territoire à l'horizon 2050, la métropole ne pèsera qu'à peine sur 10% d'un effet levier sur ses propres compétences pour atteindre les objectifs. D'où la reprise de la démarche de la COP, de mobiliser les différents acteurs du territoire, les acteurs économiques, les communes, les associations quelles qu'elles soient, les autres acteurs institutionnels comme l'éducation nationale avec tous les établissements scolaires du territoire, pour pouvoir viser la signature d'un accord de Rouen d'ici la fin du mois de novembre, avec chacun des engagements qui seront du coup mesurables et suivis dans le temps. On a pour ça porté un partenariat avec WWF France pendant 3 ans.
Et Malonnet, de par l'identité qu'on a réussi aujourd'hui à donner au territoire, a eu la légitimité pour pouvoir essaimer auprès des différentes communes. Donc, quand bien même je ne siège pas au sein de la métropole, au sein du conseil métropolitain, j'ai été nommé ambassadeur de cette COP 21. Alors, je ne suis pas encore arrivé au pôle Nord, et j'ai pas de plaque verte sur ma voiture, mais j'ai fait le tour de l'ensemble de mes collègues maires. Et effectivement, à l'instar de ce qui peut se passer sur Cœur de Savoie, il y a vraiment, indépendamment des étiquettes politiques, là, un vrai effet fédérateur pour pouvoir porter le territoire. Donc, sur les 71, il m'en reste encore 2 à aller voir. Il n'y a qu'une seule commune pour le moment qui résiste, mais je ne m'avoue pas invaincu. Parce qu'il y a une vraie belle dynamique. Aujourd'hui, on est à plus d'1 millier d'engagements qui seront pris par les communes du territoire, une quarantaine de projets solaires d'identifiés. Voilà, donc il y a cette dynamique sur le territoire de la métropole de Rouen qui est enclenchée aujourd'hui. Et Malonnet s'est inscrit aussi dans le DD-Tour porté par l'agence régionale de l'environnement de Normandie. On est un des 10 circuits de l'agence, donc on est aujourd'hui à près d'une vingtaine de groupes accueillis aujourd'hui sur le territoire malonnaisien. Et depuis quelques mois maintenant, avec Le Menet, Los-Angoël, Grande-Sainte, on est lancé dans une démarche d'un atelier des villes pairs porté par l'ADEME au niveau national, enfin, en partenariat avec l'ADEME et le commissariat général à l'égalité des territoires, pour voir comment, à travers les différences de nos territoires, alors qu'on est tous les 4 embarqués dans un tel projet de transition, quel est le fil conducteur commun qu'on peut essayer d'identifier sur les actions mises en place, sur le cheminement parcouru, pour voir si on ne peut pas essayer de travailler un référentiel pour inspirer les autres qui ne sont pas encore embarqués dans cette belle aventure, parce qu'il y a une vraie belle dynamique, il y a un effet positif. C'était dit tout à l'heure, enfin, on rencontre plein de gens qui ont des initiatives, on développe de l'innovation. Nous, on a rencontré des gens aussi fous que nous. On peut se faire plaisir du coup en tant qu'élu. Donc voilà, il y a des belles histoires à écrire. Donc l'idée, c'est de voir comment, avec Los, Le Menet et Grande-Sainte, on peut essayer d'inspirer d'autres territoires pas encore complètement convaincus. Jérôme Fauconnier, je voulais vous poser aussi la question du lien entre les territoires, mais peut-être cette fois-ci pour vous avec la métropole de Grenoble, qui est finalement pas très loin. Comment vous travaillez avec cette métropole qui est forcément un espace d'attractivité, d'attraction pour le territoire? Qu'est-ce que ça génère en bien et en opportunités comme en problématiques pour votre territoire sur la question des transitions? Alors en problématique, la problématique est surtout pour le territoire grenoblois, puisque les voitures qui vont travailler à Grenoble polluent surtout le bassin grenoblois. Et les Grenoblois viennent respirer l'air frais du Trièves. Donc on en bénéficie, eux pas forcément. On est en train de travailler, donc on s'est réunis déjà 2 fois sur un contrat de réciprocité, donc entre la métropole et le Trièves, qui sera théoriquement, j'espère, mené à bien l'année prochaine. Et il en sera question demain en atelier par le témoignage du représentant de la métro. Oui, tout à fait. Donc, et c'est quelque chose auquel on tient, parce qu'à la fois sur le transport, mais également sur l'énergie bois, par exemple, on a des vrais partenariats à mettre en œuvre au-delà de l'économie, du tourisme, enfin des compétences classiques. On a déjà mis au point, donc, on a pris la délibération donc, au dernier conseil communautaire, donc, une coopération avec les communautés de communes qui entourent la métropole et la métropole pour faire un centre d'incinération qui soit commun, donc un investissement de 230 millions d'euros, donc relativement important, un centre de tri commun, parce qu'on se rend compte qu'on a des politiques à la fois en incinération et en tri qui ne sont pas forcément logiques. On envoie par exemple nos verres à Béziers. Si demain le centre de tri juste à côté d'ici, donc à Pontcharrat, ferme, il faudra peut-être qu'on envoie nos ordures se faire brûler à Clermont-Ferrand ou ailleurs. Donc il y a un vrai enjeu pour un certain nombre d'équipements stratégiques à travailler au-delà de l'échelle communautaire pour nous. Et c'est vrai que la métropole est la bonne échelle, parce qu'ils ont les moyens techniques, les moyens, on va dire, enfin pas législatifs, mais les moyens juridiques, les moyens financiers aussi, d'analyse financière, pour mener à bien ce type de projet. Donc sur les ordures ménagères, par exemple, on travaille en très étroite collaboration. On va dire que c'est notre premier chantier commun. Peut-être une dernière question pour tous les 3. En partant de vous, peut-être Jérôme Fauconnier, sur la question des habitants, des citoyens, comme on veut, et de leur implication
Comment vous voyez le rôle des citoyens, des habitants dans votre dynamique? Est-ce qu'elle vous précède? Est-ce qu'elle vous accompagne? Est-ce que vous les tirez? Est-ce que c'est tout ça à la fois? C'est à la fois un avantage et un inconvénient. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a une forte culture écologique dans le Trièves. Et l'écologie au sens militant, vous voulez dire? Au sens militant, voilà. Donc les écologistes attirent les écologistes, les décroissants, les gens qui veulent s'installer voilà, pour faire du maraîchage, pour faire de la microbrasserie, qui veulent changer de vie après quelques années comme ingénieur ou comme enseignant. Et donc on a une partie de la population qui est très militante. De l'autre côté, on a une autre partie de la population qui est plus classique ou néo-urbaine, qui, elle, se situe par rapport à cette population-là. C'est-à-dire qu'il y a un certain clivage idéologique. Et donc, quand on parle de transition, quand on parle d'écologie, il faut arriver à ne pas rentrer dans ce clivage-là, parce que les personnes qu'il faut mobiliser, plus que ces militants, entre guillemets, c'est ceux qui ne sont pas du tout militants et qui auraient tendance à avoir dans nos actions donc, un gage, entre guillemets, à l'autre partie de la population. Donc il faut trouver des actions qui puissent emmener les uns, qui satisfont les autres. Et je pense que c'est un peu l'enjeu dans lequel on est. Il y a des fois on s'en sort bien, il y a des fois on s'en sort moins bien. Mais c'est vrai que le fait d'avoir un territoire qui est très engagé sur le plan écologique nécessite de refaire du lien entre toutes les composantes des habitants. Il faut faire société, en somme. Guillaume Coutet, vous avez initié récemment un projet, alors qui n'a pas encore déployé toute sa potentialité, mais enfin, apparemment, ça part bien. Est-ce que vous pouvez en dire 2 mots? Alors effectivement, sur la participation des habitants, c'est le volet qu'on va un peu plus attaquer en profondeur désormais. L'idée a été pour nous d'abord inscrire la ville dans l'exemplarité sur ses métiers, sur ses bâtiments, pour pouvoir ensuite plus facilement embarquer les habitants et les autres acteurs du territoire. On a beaucoup travaillé avec les commerçants, avec les entreprises. On a créé un club éco-entreprise sur le territoire de la commune, même si on n'en a pas la compétence et que c'est la métropole qui a la compétence du développement économique. Sur nos toitures solaires, on a fait un emprunt participatif, pas simplement une opération de don, vraiment un emprunt participatif sur 3 ans pour mobiliser les habitants du territoire, qui a, à ma grande surprise, plutôt vite fonctionné, puisqu'en 2 semaines, on avait levé les 50 000 € à l'échelle des Malonnésiens, mais aussi des habitants de Seine-Maritime. Et là, je le disais tout à l'heure, Malonné, on essaye d'embarquer avec nous le reste du territoire, d'essaimer en dehors des frontières du territoire malonésien. Aujourd'hui, les habitants, c'est aussi un des bénéfices de l'action. On évoquait tout à l'heure le bénéfice financier pour la collectivité, pour le budget bien évidemment, mais le bénéfice de l'action qu'on a aussi, nous, sur le territoire de la commune, c'est l'identité qu'on a réussi à donner à Malonné, qui était perdue parmi 71 communes dans une très grosse agglomération. Et donc, il y a une fierté du territoire désormais qui a réussi à se construire petit à petit avec cette nouvelle identité de la commune. Et donc maintenant, l'enjeu de ce qu'on a appelé la transition pour ces quartiers, c'est qu'après, parallèlement à avoir été essaimé en dehors des frontières, c'est revenir aussi au cœur de ville, sur les différents quartiers de la ville, pour mobiliser les habitants. Donc c'est sous la forme d'un défi, un peu à l'instar de ce que des défis des familles à énergie positive, la sélection de 7 familles ou groupes d'acteurs du territoire pour, à partir du défi qu'ils relèveront sur 3 mois, écrire une histoire sous forme de BD, sous forme de jeu, qui nous permettront ensuite de remobiliser le reste de la population. Voilà, donc ça nous permet, vous le disiez tout à l'heure, d'avoir, effectivement, il faut que les élus soient un peu fous, il faut être aussi, vous allez dire que je parle beaucoup de folie, mais c'est vrai, et d'avoir effectivement des collaborateurs. Bon, DG est là et c'est lui qui est à l'origine de ce projet, qui permet du coup d'aller le vendre aussi à nos partenaires. La région Normandie nous finance par exemple sur cette action. Voilà, donc il y a un champ du possible sur tous ces enjeux de transition où on peut se lancer dans de belles innovations, que ce soit en termes d'investissement ou là en termes de dépenses de fonctionnement pour la collectivité, pour voilà, vraiment porter au plus près des habitants comment mettre en œuvre la transition et surtout comment faire changer les comportements. Et ça, c'est le plus gros enjeu qui nous attend, nous élus, et seuls les territoires, je pense, peuvent demain nous permettre collectivement de réussir ce beau défi de la transition. Béatrice Santet, je vais vous laisser le mot de la fin sur cette table ronde autour de la question de l'implication des habitants.
Oui, l'implication des habitants, mais c'est aussi celle des associations, des entreprises. En fait, on parviendra au TEPOS, comme on se l'est fixé en 2030 ou 2050, qu'avec l'implication de tous. C'est vrai que c'est bien que les collectivités, leurs élus, leurs techniciens fassent tout ce qu'on vient de se dire là. C'est important que chacun prennent bien en compte tout cela. Moi, je crois que le temps aide. La continuité dans la politique qu'on met en place nous donne effectivement une forme d'identité dans ce domaine. Et moi, j'ai la sensation que les Montmélianais, mais les habitants de Cœur-de-Savoie aussi, sont plutôt fiers des politiques que l'on mène et ont envie de... On s'en rend compte avec la plateforme de rénovation de l'habitat. Les gens sont très partants. Alors, soit qu'on les aide financièrement, mais malgré tout, ils sont très partants parce qu'ils ont choisi un territoire sur lequel ils vivent, pas forcément parce qu'ils sont écolos, mais parce qu'ils ont pris conscience de ce que doit être demain. Mais c'est vrai qu'il faut que les associations locales, que les entreprises puissent aussi être associées à tout cela. Moi, je ferai juste la transition avec les visites qui arrivent, parce que finalement, on va aller chez les particuliers ce soir, voir la rénovation de leur maison. On va aller dans des associations, notamment celle Fibretti qui a fait les sacs qu'on vous a offerts à l'entrée. Et puis, on va aller rencontrer des entreprises comme Pain de Beldon, comme Ecoteam, des gens qui travaillent dans la construction bois, comme dans l'alimentation bio de nos concitoyens. Je crois que c'est vraiment en faisant avancer tout le monde, en même temps qu'on arrivera à faire un TEPOS. Les élus, une fois de plus, ils sont les représentants à un moment donné, peut-être, de ce qu'il faut faire et bien faire. S'ils font ça seuls, ça ne marchera pas. Donc il faut communiquer, pas communiquer sur rien, mais communiquer parce qu'on fait. Je crois que les gens, ils entendent ça. La communication, c'est important si on explique ce que l'on a fait, pas si simplement l'on dit ce qu'il faut faire. Si on dit ce qu'il faut faire alors qu'on l'a fait nous-mêmes, je crois qu'on est plutôt convaincant. Mais il faut effectivement qu'on soit tous alliés pour gagner. Et votre conclusion résonne avec un commentaire qui apparaissait tout à l'heure. Il faudrait que l'État passe du plan de communication au plan d'action. Je laisse l'anonyme qui a fourni ce commentaire. Et avec un autre... alors un calcul, j'ai un tout petit peu de mal à le vérifier comme ça rapidement, mais si on faisait comme à Montmélian au niveau européen, on pourrait fermer 23 réacteurs nucléaires en matière de développement du solaire. C'est ce que dit mon adjoint, je vois. Et c'est un ancien EDF, alors j'ai plutôt tendance à le croire. Voilà. Rien n'est perdu. Merci beaucoup pour vos contributions à cette table ronde. Merci à vous.